Tous, bienvenue à notre séminaire webinaire Les gestes barrières contre les cyberattaques. Donc on va juste peut-être attendre encore peut-être une minute puisque les participants se connectent. Voilà, il est tout juste 11 heures, donc on va attendre peut-être encore 2 minutes, que tout le monde ait un peu le temps de se connecter et on va démarrer tout de suite après. Alors, lors de ce webinaire, donc, il y aura plusieurs intervenants. Donc, il y aura donc Monsieur Peter Vogt pour la partie présentation des FCQ plutôt orientée commerciale. Mais ça sera juste, je vous rassure, 2 ou 3 slides, hein, on va pas parler beaucoup commerce. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, donc avec Monsieur Florence Telitano, donc il va vous présenter, lui, toute la partie technique. Donc on va encore attendre une petite minute. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Très bien, donc je vais commencer. Donc, tout d'abord, bonjour, merci et bienvenue donc à ce webinaire concernant les gestes barrières contre les cyberattaques avec notre partenaire F-Secure. Peter, si tu peux juste présenter le slide suivant. Donc, je vais juste faire une rapide présentation de PIO cybersécurité. La plupart des inscrits à ce webinaire nous connaissent, mais je vais faire quand même un rapide rappel. Donc nous, notre activité, donc c'est vraiment de faire de la cybersécurité dans le contexte du RGPD. C'est quelque chose, en fait, c'est notre marque de fabrique, puisqu'aujourd'hui, vous avez des sociétés qui vont faire uniquement de la cybersécurité, d'autres sociétés qui vont faire que du RGPD. Nous, on a pris l'axe qui permet en fait de pouvoir vous proposer des prestations et des solutions sur ces deux activités en ce qui concerne la cybersécurité et le RGPD. D'autre part, ce qu'on vous propose également, parmi nos partenaires, là on va parler aujourd'hui d'F-Secure, mais nous avons beaucoup de partenaires avec des solutions souveraines et 90% de nos partenaires sont principalement français, européens. Derrière, l'accompagnement que l'on vous propose, c'est toujours un accompagnement durable parce que la cybersécurité, il faut déjà qu'on ait une bonne connaissance de votre environnement pour pouvoir vous conseiller. Donc on est obligé de vous accompagner dans la durée. La cybersécurité n'est pas des actions que l'on fait à un instant T et ensuite il y a plus d'actions qui sont faites. C'est une continuité sur le long terme. Et la partie RGPD, c'est exactement pareil, hein. La mise en conformité RGPD n'est jamais terminée. On va la commencer à un instant T et derrière, il va falloir périodiquement travailler sur les registres de traitement, les analyses d'impact, l'exercice des droits. Donc effectivement, c'est toujours une continuité dans le temps. Et derrière, donc, vous pouvez aller voir notre site web. Nous avons de nombreux partenariats et notamment aujourd'hui, nous allons principalement parler d'FCQ. Donc voilà, c'était une rapide présentation. Je vais laisser maintenant la parole à Peter Vogt pour la partie présentation générale des activités d'FCQ. Bonjour à tous et merci Marc. Pour ma part, je suis donc Peter Vogt, le responsable commercial chez F-Secure pour la région du Grand Est. Et je vous présenterai en 2 slides un peu F-Secure en soi ainsi que son portfolio. Ce que vous voyez sur votre écran, c'est nos chiffres d'affaires réalisés en 2020 avec une petite remarque vraiment dans le bon sens du terme que F-Secure aujourd'hui est une société profitable qui est de l'origine finlandaise et qui est présent sur 29 sites dans le monde entier en employant à peu près 1700 personnes qui seront à votre disposition, à votre écoute, justement pour vous accompagner euh, pour toute question autour de la sécurité ou la cybersécurité.
Pour notre portfolio, on l'a splitté en trois parties en gros. Donc, je commence avec la partie en plein milieu qui est la partie de la prévention, qui est notre cœur de métier depuis plus que 30 ans. Pour banaliser un tout petit peu, c'est la partie antivirus. Donc, on trouve à la fois la partie endpoint protection, donc, qui axe sur la protection des postes de travail, des serveurs, ainsi que des téléphones, tablettes mobiles. Et ici est rajouté, il y a quelque temps déjà, des solutions pour protéger l'environnement cloud pour Microsoft Office 365, ainsi que pour le CRM de Salesforce. Sur la partie gauche, vous voyez une partie très importante également qui est la partie de la prédiction. Donc là-dedans, on trouve entre d'autres un scanner de vulnérabilité qui s'appelle Radar et qui vous permet de prendre conscience de votre surface d'attaque possible, c'est-à-dire de quelle manière vous êtes aujourd'hui vulnérable, attaquable et ou pas. La deuxième partie de cette partie prédiction est une campagne de phishing, de spear phishing, qui s'appelle PhishD, qui est justement là pour sensibiliser un tout petit peu des utilisateurs. Et la troisième partie, donc, qui fait sujet de notre webinaire de ce matin, c'est la partie détection and response. Donc là, ce sont des solutions, des services plutôt, qui prennent en charge les attaques bien ciblées. Donc nous avons donc ce matin la partie Rapid Detection and Response sur la loupe pour voir un tout petit peu ce que ça fait, de quelle manière ça peut vous aider et accompagner au quotidien. Mais sachez aussi que nous proposons aussi un service en tant que SOC qui s'appelle F-Secure Countercept avec du H24 365 jours. Et bien entendu, une cellule de cybersecurity consulting qui couvre un tout petit peu tout le portfolio qui peut être sollicité pour des conseils de l'incident and response et plein d'autres sujets tout autour du sujet de la cybersécurité. Sur ceci, je tiens ma promesse, je ne vais pas trop vous saouler longtemps et je laisse la parole à mon coéquipier Florian Stilitano, le responsable technique de la région. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais reprendre le relais et je vais diffuser de mon côté également ma petite présentation. Alors, on ne l'a pas dit dès le départ, mais vous avez accès à un chat qui vous permet de poser des questions. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre en live si jamais c'est des questions techniques. N'hésitez pas également, si jamais d'autres questions, que ce soit lié à Pilio cybersécurité ou directement à F-Secure au niveau commercial. Ok, alors, hop, tout est prêt de mon côté et je vais commencer donc cette partie-là. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les gestes barrières contre la partie cyberattaque. Ce sont des gestes barrières que on ne connaît pas forcément et pour bien cibler ce qu'on doit mettre en place comme protection, il faut déjà comprendre les différentes menaces. Donc, on va commencer par cette partie-là. J'ai fait une... Alors, j'ai juste un petit souci d'affichage. Attendez juste 2 secondes. Alors, ça commence, hein, l'effet Bonaldi. Alors, excusez-moi, je vais juste relancer mon PowerPoint parce qu'il ne l'a pas pris correctement. Hop là, eh ben, ça commence bien. Alors, j'ai que des erreurs, je suis désolé. Alors, hop. Bon, j'ai vraiment un petit souci. L'effet Bonaldi, hein, comme on dit. Attendez, on va user des tools techniques. Je ne vous montre pas ce que je fais. Pour les soucis techniques dans l'informatique, on connaît, je pense que nos participants connaissent aussi, mais voilà, le principal, c'est de les résoudre, hein. C'est ça, c'est le fameux effet Bonaldi, hein, que j'ai à chaque présentation de démo. Ça y est, c'est résolu. Voilà. Bon, Ok. t'inquiète pas, ça rend notre webinaire humain, Florian, il n'y a aucun souci. Merci. Ok, donc on va commencer par la partie menace, bien comprendre les différentes menaces. Donc pour ça, j'ai créé une pyramide en fonction de la volumétrie des différentes menaces qui existent pour bien repérer qu'est-ce qu'on va protéger avec différentes solutions. Donc dans ma pyramide, on retrouve tout en bas ce qu'on appelle les attaques opportunistes. C'est ce qu'on va retrouver le plus régulièrement, le plus souvent,
Habituellement, les attaques opportunistes, c'est ce qu'on va recevoir par email. Alors, c'est dans 90% des cas, on va dire. Mais le but, c'est de l'envoyer de manière massive à des centaines de milliers de contacts, sans forcément cibler par des noms, par des références ou quoi que ce soit. Ces cibles-là, donc, on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas qui va répondre, qui va ouvrir les mails, qui va aller un peu plus loin. Dessus, on a un retour pour l'attaquant, un retour d'investissement qui est plutôt très faible. On va être l'ordre de 0,5-1%, mais sur une base volumétrique qui est énorme. Donc, on aura un rendement qui sera voilà, peu en ratio, mais intéressant parce que dès qu'on aura une accroche, et ben lui, il pourra avoir son attaque par ransomware ou autre. Mais les attaques opportunistes, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne touche rarement tout le parc. Une attaque opportuniste, vu que c'est qu'un mail qui va être envoyé à une personne ou à plusieurs personnes d'une société, l'impact va être limité sur les postes qui sont concernés. Donc, on n'a pas d'effet de déploiement massif sur l'ensemble du parc. C'est vraiment quelque chose de très limité. Ça, c'est les attaques qui sont régulièrement bloquées par les antivirus. Donc, un antivirus qui va faire de la prévention va être capable de détecter aussi bien normalement le mail, la pièce jointe, que l'exécution du fichier. Donc, quand c'est bien paramétrique, tout va bien. C'est l'antivirus qui va faire ce travail-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle des attaques avancées. On est sur des attaques qui sont un petit peu plus sophistiquées, sans être toujours pour autant ciblées. C'est-à-dire qu'on va de nouveau l'envoyer de manière massive, mais derrière, on aura un impact qui sera plus intéressant parce qu'on va utiliser des outils pour bypasser les sécurités. Je prends l'exemple des sécurités d'anti-spam ou de protection par email et par pièce jointe. On va user des outils très spécifiques qui va camoufler la pièce jointe ou qui va camoufler un lien. Un lien, on peut le rendre actif qu'après le troisième hit. On a toujours 3 hits en fait quand on envoie un mail avec une pièce jointe ou avec un lien dedans. Le lien va forcément être lu à un moment ou à un autre par un service de réputation qui va vérifier si le lien est connu ou pas. Ça fait un hit. Ensuite, on aura le pare-feu peut-être qui va l'analyser. On aura un deuxième hit et puis l'utilisateur qui va se transformer en troisième hit. Le troisième hit, on peut imaginer que le serveur, il va recenser le nombre de hits et il va dire que le troisième hit, je change le fichier qui va être associé à ce lien. Et au final, on va bypasser les premières couvertures périmétriques de sécurité pour arriver jusqu'à l'utilisateur. Et quand l'utilisateur va cliquer sur ce lien, on va télécharger quelque chose qui va être malsain. Après, bien sûr, on a toujours une solution locale qui va faire de la partie antivirus, qui va faire de la protection. Mais là encore, on peut faire du bypass. Il existe 50 solutions pour le faire. Les outils modernes aujourd'hui, pour faire l'attaque avancée, vont utiliser ce qu'on appelle du fileless, donc des mécanismes où on n'a pas de fichier. On aura de l'écriture directe, soit dans la mémoire, soit donc à travers des scripts PowerShell, par exemple, soit à travers d'autres mécanismes, pour que l'antivirus en fait ne voit rien, ne voit pas le fichier, ne voit rien. Donc là, on est aujourd'hui sur quelque chose qui peut être toujours traité par un antivirus. L'antivirus est capable de voir de l'attaque avancée, mais on est plus sous une couverture à 99,9%, comme on dit toujours. On est sur une couverture qui est un petit peu plus restreinte et qui nous permet quand même d'avoir des doutes. On arrive sur une espèce de frontière où l'antivirus ne sera plus capable de détecter des attaques. Et cette frontière, c'est la frontière avec l'EDR. Donc, il existe des solutions pour aller plus loin, et ça va être forcément une solution donc, de type EDR qui va, lui, avoir un fonctionnement qui est différent de l'antivirus, mais qui est totalement complémentaire. Même si l'EDR va couvrir une surface plus large que l'antivirus reste obligatoire. L'antivirus fait de la prévention, alors que l'EDR va plutôt avoir un impact sur du post-infection, pour détecter des manipulations qui sont faites après l'intégration dans un réseau. Imaginons donc ici on a une espèce de frontière virtuelle. On va aller un petit peu plus haut. On a ensuite ce qu'on appelle les attaques ciblées. Alors, les attaques ciblées, ce sont là des attaques avec une cible bien précise, donc soit une entreprise, soit des collectivités, soit un groupe de collectivités ou un groupe d'entreprises qui auront un lien commun, que ce soit dans le modèle industriel, que ce soit dans tout simplement les mécanismes d'authentification sur un outil précis, donc, ou par exemple un ERP, qui est tous reliés à la même personne. Donc là, les attaquants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer non plus de manière massive, ils vont envoyer peut-être 3 ou 4 mails. Donc je prends toujours l'exemple des mails, mais là aussi, je vais préciser après qu'il y a d'autres solutions. Donc je vais envoyer 3 mails ou 4 mails à
différentes cibles et là-dessus, le retour sur investissement il va être énorme parce que on va travailler pas mal d'informations de la cible pour être sûr qu'on va passer à travers toutes les sécurités qui sont possibles. Donc les sécurités, on peut en apprendre énormément sur une entreprise juste en cherchant les informations sur Google. C'est une des principes de ce qu'on appelle la reconnaissance. Mais encore là, on ne va pas évoquer ce sujet. On parle que de l'attaque ciblée. Donc l'attaque ciblée, vraiment, des mécanismes qui sont traités, configurés pour attaquer les cibles, donc qui sont vraiment adaptés. Et d'ailleurs, donc le retour sur investissement est très intéressant parce que l'impact est très fort. L'attaque ciblée, c'est elle qui va se déployer sur un ensemble de parcs. C'est elle qui, demain, peut arrêter de faire fonctionner toute une entreprise, qui peut bloquer la production, qui peut avoir un impact vraiment réel sur l'ensemble d'une société. Moi, je dis société, je parle également d'organisation, d'organismes publics ou autres. Tout en haut, on a quelque chose de beaucoup plus précis, c'est les attaques étatiques. Alors là, c'est beaucoup plus rare d'en croiser. Les attaques étatiques, on parle de gouvernement face à d'autres gouvernements. On en recense une dizaine par an qui sont pas forcément médiatisées. La dernière en date qui a eu beaucoup d'impact d'ailleurs, c'est lié à la partie SolarWinds, donc, qui est un éditeur logiciel dans lequel ils ont été attaqués, donc ils ont placé une charge dans leurs outils, et leurs outils, en mettant à jour leurs outils, ils ont déployé cette charge chez tous leurs clients. Et donc leurs clients, c'est des cyber-experts, c'est Microsoft, c'est Google, c'est des impacts qui sont énormes. Et d'ailleurs, en fait, c'est vraiment, on aura des gouvernements qui ont également cette solution. Je prends l'exemple du gouvernement américain. Donc les attaquants, on n'a pas la alors je ne vais pas dénoncer de pays d'ailleurs parce que ce n'est pas forcément un pays, mais en tout cas c'est un groupe d'attaquants qui est assez bien organisé, qui ont également le financement pour être capable de faire ce genre de choses. C'est pour ça qu'on l'associe souvent à des groupes nationaux. Mais d'ailleurs on peut souvent retrouver la Chine, la Russie, la Corée et ce genre d'impact est énorme. Les attaques étatiques, c'est quelque chose de très sophistiqué. Donc tout ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut repérer qu'à moitié avec un antivirus et qu'on peut repérer dans l'intégralité avec un EDR. C'est très important d'avoir justement des solutions de type EDR pour avoir cet ensemble de pyramides. On va aller un petit peu plus loin là-dessus. Quand on parle d'attaque ciblée, on parle de dwell time. Alors qu'est-ce que c'est le dwell time? C'est le temps en moyenne qu'il faut pour détecter une personne malveillante dans un réseau. En France aujourd'hui, alors c'est les sources de l'ANSSI qui date de 2020, on est sur 163 jours. Vous imaginez qu'il faut en moyenne 163 jours pour qu'une entreprise, peu importe la taille de l'entreprise, puisse détecter une personne malveillante dans un réseau, sachant que la personne malveillante va forcément être très discrète. Le but de l'EDR, c'est de tendre vers du zéro. Avec un EDR, on va voir dès le premier jour un impact sur le réseau ou la personne qui va rentrer dans le réseau. Donc vraiment, on va réduire ce temps de plus en plus. Ce temps qui était de 163 jours en 2020, en 2021, il est forcément beaucoup plus réduit. Alors, je ne connais pas les statistiques de 2020 pour l'instant, mais ce sera forcément plus réduit parce que l'EDR a un impact et beaucoup plus d'entreprises ont un intérêt d'avoir une solution de type EDR. Maintenant, on va expliquer un petit peu la différence technologique entre un EDR et un antivirus, sachant que c'est très important d'avoir cette différence, tout en comprenant bien que c'est un complément. L'un ou l'autre ne va jamais remplacer l'un ou l'autre produit. C'est très important d'avoir cette importance dans le fonctionnement. Alors, pour faire très simple, ici, j'ai représenté l'antivirus. Donc l'antivirus qui va avoir un fonctionnement qu'on appelle binaire. En gros, on va détecter tout ce qui est exécuté sur la machine et puis on va donner un recensement dessus en disant oui, c'est positif, non, c'est négatif. Il ne va pas chercher plus loin. Il ne va pas faire d'analyse de manière centralisée en disant je vais regrouper l'ensemble d'informations liées à plusieurs machines pour avoir une vue de l'ensemble. Lui, il est individuel et il va travailler de manière individuelle sur chaque machine. Dès qu'on a une exécution, c'est bloqué ou c'est autorisé. Le deuxième niveau, c'est l'EDR. Lui, l'EDR n'aura pas un fonctionnement sur l'exécution de manière individuelle. Il va rassembler l'ensemble des informations et des événements de toutes les machines, de tout le parc, de tous les serveurs, va collecter donc ces événements, va les traiter, va les contextualiser et va en découvrir des possibles menaces, soit
à cause de comportements utilisateurs anormaux, soit à cause de méthodologies ou de méthodes d'attaque qui sont mises en place. Donc tout ça, c'est référencé de manière centralisée. Et cette centralisation est très importante parce que c'est ce que l'antivirus n'est pas capable de faire. Je prends par exemple l'attaque par fragment. L'attaque par fragment, ça veut dire qu'on va jouer une partie du code sur une machine, puis une autre partie du code sur l'autre machine. Les deux codes, de manière individuelle, ne sont pas dangereux, mais quand je vais rassembler ces deux codes, on aura une attaque qui sera donc bien sophistiquée. L'antivirus, comme je vous le disais, incapable de voir cette relation parce qu'il ne peut pas communiquer avec l'autre machine à côté disant est-ce que tu as eu l'autre fragment? Non, je ne sais pas alors ce que c'est. Alors que l'EDR, lui, va consolider cette information et va voir qu'il y aura, si l'attaque est jouée, une attaque ciblée ou une attaque sophistiquée ou autre. En tout cas, il va voir ce rassemblement de fragments pour avoir vraiment une attaque. Alors, je vais dire souvent le mot attaque, mais d'ailleurs, on va voir des choses beaucoup plus simples que des attaques. On aura vraiment l'effet comportement utilisateur. C'est un effet qui doit être vu par l'EDR et qui nous permet également de sortir de pas mal de problématiques de sécurité. On n'aura pas que des attaques ciblées dans la vie, on verra beaucoup de choses qui vont arriver depuis vraiment des employés. Donc, ça aussi, c'est une partie importante. Alors, pour bien comprendre, là encore, les différentes méthodologies d'attaque qui existent, je vous ai représenté la kill chain. La kill chain, c'est la suite logique, la méthodologie qui est utilisée par un attaquant pour arriver assez bien, assez fait, pour vraiment attaquer une entreprise de manière ciblée. Donc, on passe par différentes phases que j'ai regroupées par famille. Donc, on va en parler. Chaque famille est capable de se sécuriser de manière indépendante. Nous, ce qui nous intéressait le plus, c'est la dernière partie, mais je vais quand même parler des premières familles qui sont donc très intéressantes pour faire de la sécurité en amont. Donc, la toute première phase, qui est la phase de prédiction, on aura deux modules qui seront très intéressants. C'est la partie reconnaissance et la partie weaponize. La partie reconnaissance, c'est ici que l'attaquant va récupérer les informations de l'entreprise. Toujours entreprise ou collectivité. Ces informations seront liées donc soit à des informations liées sur Google, soit sur peut-être le site de la collectivité ou de la société, tout simplement en faisant par exemple des WHOIS, on va collecter plein d'informations et on va arriver jusqu'à le scanner de vulnérabilité. Le scanner de vulnérabilité, on entend également de plus en plus parler. Chez F-Secure, on a également un scanner de vulnérabilité qui permet de faire le même travail de reconnaissance qu'un attaquant. Mais sauf que là, on va faire de la défense avec notre propre solution pour savoir comment est-ce qu'on est visible sur le WAN pour éviter justement de multiples attaques. Donc là, il va faire ce travail-là, va regrouper maximum d'informations et va travailler ces informations pour créer un outil. Et c'est là qu'on passe dans la phase de weaponize. Une fois qu'on a rassemblé plein d'informations, on va créer un outil pour passer à travers les premiers niveaux de sécurité. Une fois qu'on a notre outil, on passe à une étape de prévention. L'étape de prévention, c'est l'étape que tout le monde connaît, c'est l'antivirus. L'antivirus va faire son travail pour bloquer les différentes charges qui vont être employées sur le réseau. Mais là aussi, il y a différentes phases. Il y a la phase de livraison, on appelle la partie deliver ici. La phase de livraison, j'en ai parlé tout à l'heure, la partie email fait partie de cette phase de livraison qui est à 90% utilisée. Aujourd'hui, la menace vient vraiment des emails. C'est là où on aura le plus d'impact, le plus de facteurs d'attaque. Mais il y a d'autres méthodologies de livraison. Il y a les sites web. Donc, on va modifier un site web qu'on aura au préalablement attaqué également pour faire croire à un employé que le site est totalement légitime et là-dedans aussi mettre des charges, que ce soit des charges directes, avec du JavaScript par exemple, ou des charges indirectes, avec un téléchargement d'une mise à jour d'une application. Il y a également les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui une problématique de sécurité qui est importante parce que on aura la possibilité de faire du chat, on aura la possibilité de faire du partage de documents, et c'est des choses qu'on ne couvre pas forcément. Donc là aussi, c'est une méthodologie aujourd'hui qui est très peu utilisée, mais qui commence à devenir de plus en plus intéressante pour les attaquants. Et bien sûr, on a les charges directes et physiques, avec par exemple la clé USB. La clé USB posée sur le parking, on a forcément un des employés qui va être très curieux et qui va la brancher, cette clé USB, juste pour savoir si ce n'est pas des photos d'un collègue. Donc ça, clairement,
aujourd'hui, c'est également une plaie. C'est de moins en moins utilisé parce que du coup, il faut une présence physique. Alors bien sûr, hein, c'est rarement l'attaquant qui va poser une clé USB. Habituellement, c'est des mules qui vont venir, qui sont payés par un gars du dark web qui va lui dire, voilà, je te donne 20 € si tu déposes cette clé chez ton voisin. Donc clairement, aujourd'hui, on est sur un vrai problème avec ces clés USB. Si on prend l'activité actuelle avec les restrictions sanitaires, imaginez ça de manière individuelle pour les employés qui sont en mode nomadisme. Les attaquants sont capables de réfléchir différemment et de dire, au lieu de mettre la clé USB sur le parking, je vais la mettre directement dans la boîte aux lettres. Pas dans la boîte aux lettres de l'entreprise, dans la boîte aux lettres de chaque personne qui sont dans la rue. Et là, ça ne va pas forcément cibler l'entreprise, mais ça va cibler les personnes qui travaillent en télétravail. Donc, la clé USB dans la boîte aux lettres, imaginez, vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous avez une clé USB. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez énormément de curiosité quand même, dans tous les cas. Vous dites, il y a une personne qui est passée devant chez moi qui a déposé une clé USB. La curiosité humaine là-dessus, on aura forcément un pourcentage de personnes qui va la brancher cette clé USB. Et la personne qui va brancher la clé USB va se dire, je vais la brancher sur mon PC professionnel, qui va être forcément plus protégé que ma machine perso. Donc j'ai moins de risques avec ma machine professionnelle. Et donc c'est là qu'on aura également un impact sur le mode qu'on a aujourd'hui, le mode télétravail. C'est également une plaie de protéger donc ces personnes de manière individuelle. Alors une plaie, je ne parle pas des personnes, mais je parle vraiment de l'activité en télétravail. C'est très compliqué de protéger ces personnes-là avec juste un antivirus où on n'aura pas de vision de manière collective. Et c'est là aussi, hein, on aura ce besoin d'avoir le DR. Je reviens sur la partie prévention. Donc l'antivirus, lui, est censé bloquer ces attaques. Mais il existe des possibilités de traverser les antivirus. Ce qu'on appelle les bypass d'antivirus. Il en existe là aussi beaucoup. La plus connue et la plus simple à mettre en place que tout le monde peut réaliser, c'est la bypass via les exclusions. Je prends l'exemple, vous avez un ERP, l'éditeur de l'ERP vous dit, si vous voulez utiliser correctement mon ERP, il faut mettre en place une exclusion sur tout le dossier. Ah oui, ok, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est l'éditeur qui me demande. Mais derrière, en termes de sécurité, on a ouvert une brèche de sécurité qui est énorme. Sachant que l'attaquant, s'il repère l'ERP, il sait très bien les exclusions qui sont proposées par l'ERP et il va tout simplement exécuter sa charge dans une partie de l'ERP. Donc, peu importe l'ERP, on aura souvent des dossiers qui sont exclus et là-dessus, l'antivirus ne peut absolument rien faire. C'est une méthode qui existe. Il en existe, comme dit, des centaines d'autres. On peut bypasser par de l'exploit, c'est ce que je représente ici également. L'exploit de sécurité qui va nous permettre de passer à travers des failles des vulnérabilités applicatives, qu'elles soient liées à l'antivirus ou à autre chose, on aura le même effet. L'exemple le plus concret, on a des vulnérabilités sur Microsoft Office, par exemple. On ne l'a pas mis à jour pour X raison, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne veut pas, parce que ça prend des ressources, parce que ça consomme de la bande passante. Le fait de ne pas faire les mises à jour de sécurité critique va avoir un réel impact en termes de vulnérabilité. Et les vulnérabilités donc, vont être exploitées, c'est le terme qu'on utilise pour passer à travers les failles. Et quand on va exploiter ces failles-là, automatiquement, on va être capable de bypasser, alors ce n'est pas systématiquement le cas, mais on va être capable d'exploiter cette faille pour exécuter du code à distance, par exemple, ou pour se faire passer pour Microsoft Office et non pas pour un script. Et donc là, l'antivirus, pareil, il va dire, ah ok, mais c'est Microsoft Office qui lance ça. Ah mais non, mais c'est bon, j'ai mis une exclusion de processus là-dessus, il n'y a pas de souci, ça va passer sans problème. Donc aujourd'hui, voilà, cette partie prévention, elle est toujours très importante, mais on va être capable de bypasser, de passer à côté, parce qu'on met en place des sécurités qui sont de plus en plus ouvertes. Et donc là-dessus, c'est également un problème de sécurité qu'on va retrouver ici. Donc cette partie prévention, bien sûr, l'antivirus est capable également de faire de l'anti-exploit, avec ce qu'on appelle du virtual patching. Il y a différentes solutions qui existent et qui vont procéder à cet anti-exploit. Donc ça, c'est également très important. Dernière phase, c'est la phase de détection et de réponse. On est sur la phase après exploitation ou durant exploitation. Ça veut dire que la livraison a déjà été réalisée et que l'exécution est en cours. L'exécution, donc toujours dans cette phase d'exploitation, elle va être visualisée par le DR. Il va dire, attention, il y a quelqu'un qui est en train d'exploiter une faille. Là aussi, je peux vous donner un exemple. Dernièrement, on a eu des vulnérabilités liées à Microsoft Exchange
je pense que vous en avez tous entendu un petit peu parler, qui est liée à ce qu'on appelle l'attaque proxy-logon. Cette attaque-là, elle est extrêmement populaire, en tout cas elle est devenue populaire très rapidement parce que tous les exchanges sont forcément exploités sur Internet. Donc on a tous de l'OWA avec un exchange, l'OWA qui permet d'accéder en Outlook Web Access. Cet accès directement depuis l'externe va être manipulé, transformé, exploité pour pouvoir exécuter du code à distance. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On va avoir une maîtrise du exchange à distance avec des commandes PowerShell qu'on va pouvoir faire à distance. Qu'est-ce qu'on fait de ces commandes? On va les exécuter avec le compte système de la machine. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va récupérer des tokens, donc les tokens Active Directory, pour remonter le niveau de privilège et arriver jusqu'à un compte administrateur du domaine. En termes de temps, il y en a pour environ 2 heures, même pas. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur Internet, en 1 heure, on peut le faire. Ça veut dire qu'en 1 heure, on va être capable de rentrer chez des personnes, chez des clients, chez des entreprises ou des collectivités qui ont un exchange, qui n'ont pas patché correctement leur exchange, par exemple, ils n'ont pas redémarré, et on va pouvoir tout faire à distance. Et puis là, lancer une charge à distance en 2 clics avec le compte administrateur du domaine. Donc, ce sera totalement discret. Je peux désactiver l'antivirus à distance, je peux tout faire. Donc là, effectivement, sans EDR, on ne sera pas capable de voir cette exploit, on ne sera pas capable de la contrôler et de la visualiser. Très important d'avoir cette notion-là. Une fois que la phase d'exploit est passée, on arrive sur la phase de contrôle. Alors la partie contrôle, c'est la partie la plus longue. On a parlé tout à l'heure du dwell time, qui était de 163 jours. Ça se passe dans cette période-là. Alors attention, les 163 jours, c'est une moyenne. On a des entreprises qui peuvent se faire attaquer en 2 heures et des entreprises qui peuvent se faire attaquer en 2 ans. Donc ça va vraiment dépendre de la qualité de l'attaquant et surtout de ce qu'il souhaite faire. Dans cette phase de contrôle, il va récupérer le maximum d'informations. Donc là, on imagine vraiment que la personne est dans le réseau. Alors, pas de manière simple comme on pourrait l'utiliser avec un bureau à distance, par exemple. Là, il aura un contrôle avec un système de command and control, donc avec des lignes de commande, qu'il va pouvoir faire à distance et regrouper des informations. Qu'est-ce qu'il va faire comme commande? Il va faire des commandes de recherche, donc savoir quelles sont les machines connectées au réseau. Il va récupérer les noms des serveurs. Et en fonction des noms des serveurs, il va essayer de voir ce qu'il y a dessus. Si jamais vous avez un serveur qui s'appelle SRV Backup, c'est la première chose qu'il va aller voir. SRV Backup, qu'est-ce qu'on a comme technologie dessus? Tiens, on a cette technologie, on a cet éditeur. OK, on va aller un petit peu plus loin en détail. Qu'est-ce qu'on sauvegarde? Quelle manière on sauvegarde? Différentiel, complète. On va faire de l'incrémental, on le fait 1 fois par semaine. Donc, quelle est la planification qui est réalisée pour être sûr que lui, quand il va lancer ses attaques, il va le faire durant une période où on est sûr qu'il va rentrer dans les backups, donc il va mettre des trojans un petit peu partout, de manière discrète, l'antivirus ne le verra pas, parce qu'il sait où sont les exclusions. Et donc il va placer ses charges pour que le jour où vous faites de la restauration, il sera toujours présent. Donc là, la phase de contrôle, c'est vraiment une phase de recherche. Il va tout référencer, tout vérifier. Si vous avez du cloud, si vous avez des sauvegardes sur bande, les applications, les utilisateurs, si vous avez des informations confidentielles, si vous avez des informations des employés, ce genre de choses. Donc, il va vraiment tout rassembler. Donc, on imagine vraiment la personne là, avec un petit fauteuil, un petit canapé, il est devant sa télévision et puis il englobe le maximum d'informations. Si j'image un petit peu côté EDR, durant cette période-là, on aura la période où on sera le plus visuel. Ce sera le plus visuel pour l'antivirus, pour l'EDR. On va entendre le maximum d'informations parce que si j'image cette période-là, c'est comme si on avait un cambrioleur qui rentre dans une maison. La maison est dans le noir le plus complet. Le cambrioleur va rentrer, va forcément tâtonner parce qu'il ne connaît pas les lieux. Il va foncer dans les murs, il va se taper contre les meubles, il va chercher des choses, il ne trouvera pas. Mais il va mettre beaucoup de temps à trouver. Peut-être qu'un jour, il arrivera. Et c'est vraiment cette période-là où on aura ce bruit qui va être référencé par l'EDR, qui va nous dire attention, on a quelqu'un qui est en train de faire ça, 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 ça. Il est en train de faire des mouvements latéraux, il est en train de mettre de la persistance, il est en train de faire plein de recherches. Et ça, c'est totalement normal. Si cette phase de contrôle est terminée, il passe à la phase d'exécution. C'est la phase qui est post-infection. C'est la phase où il va lancer son attaque, mais pas une attaque juste sur une machine. C'est trop simple, il va faire une attaque pour tout casser. Le but, c'est vraiment de mettre à pied l'entreprise ou la collectivité pour qu'elle soit plus capable de produire. Si l'entreprise ou la cible est toujours capable de produire, c'est qu'il n'a pas bien fait son attaque.
Donc, on va voir après, il y aura une phase de maintien. Donc là, il faut vraiment imaginer qu'on est dans le pire des scénarios. L'ensemble du SI est impacté. La seule chose qu'on peut faire, c'est de la restauration. Donc, on va mettre cette partie restauration. On va restaurer l'ensemble du SI. Mais même en restaurant l'ensemble du SI, on aura cette phase de maintien, qui est la phase la plus perverse qui existe. C'est la capacité pour la personne, l'attaquant primaire, donc l'attaquant qui a pris le lien au premier niveau, de partager ces informations, donc soit sur le marché noir ou peu importe, avec déjà un script. Le script qu'il a créé lors de cette phase de contrôle et qu'il a exécuté, et ben en fait, il l'a mis à disposition de tout le monde sur les forums. Et donc, soit c'est lui qui va revenir, soit c'est une autre personne qui va revenir. Et elle ne va pas revenir dans 2 mois, elle va revenir 3-4 semaines après la restauration complète du SI. Et elle va refaire en fait la même chose. Elle va juste rejouer son attaque, 2 clics, et puis c'est fini. Et on reprend la même attaque exactement similaire. Si jamais c'était du ransomware, ce sera de nouveau du ransomware. Et à ce moment-là, on dit, mince, l'antivirus n'a pas fait son travail. J'ai mis un antivirus et il n'a pas bloqué l'attaque. Oui, c'est pas possible pour un antivirus de bloquer une attaque ciblée. Ce qu'on a dit, peu importe la charge qui va être liée, elle va être bypassée. Donc si c'est un ransomware qui est vieux de 3 ans, qui est vieux de 4 ans, elle passera quand même, peu importe, parce que tout simplement, la personne qui est attaquée a la maîtrise du SI et il sait comment bypasser. Comme vous, quand vous souhaitez installer une application, vous savez comment l'appliquer, comment l'installer. Là, c'est pareil pour lui, il va le faire de manière très discrète, mais il va faire le même référencement avec le même niveau d'administration. Donc cette phase de maintien, vous allez le voir de temps en temps. Quand vous avez je ne sais pas si vous avez déjà entendu des collègues ou peut-être d'autres collectivités ou d'autres entreprises qui vous ont dit je me suis fait attaquer, j'ai dû tout restaurer parce que du coup j'avais plus la possibilité de faire quelque chose, l'antivirus n'a rien vu. Et le pire là-dedans, c'est que quand j'ai restauré, 2 semaines après, je me suis repris la même attaque et l'antivirus n'a toujours rien vu. Là, on est vraiment sur une attaque ciblée. Même si ça touche une entreprise de 10 postes, c'est une attaque ciblée, clairement. Alors, qu'est-ce que moi je vais proposer pour faire cette gestion-là? On va proposer une solution donc EDR. La solution EDR, c'est chez F-Secure la solution qui s'appelle Rapid Detection and Response. Je vais rapidement vous expliquer comment ça fonctionne. Ce n'est pas un fonctionnement qui est lié à toutes les solutions qui existent. Donc là, c'est vraiment le fonctionnement d'F-Secure. Là aussi, si vous avez des questions, alors je vois qu'il y a déjà une question, je vais répondre tout à l'heure. Donc, l'EDR va fonctionner avec un modèle de sonde. C'est-à-dire qu'on va installer des sondes sur les différentes machines. Chez F-Secure, on a quelque chose d'un petit peu atypique, c'est qu'on peut décorréler la sonde de l'antivirus. Donc, on pourrait installer la sonde F-Secure avec une solution Trend, avec une solution Sophos, je veux dire une troisième marque, avec une solution Symantec. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça va fonctionner en corrélation. Mais on peut bien sûr l'utiliser avec les solutions d'F-Secure déjà présentes. Donc, si jamais vous êtes déjà client F-Secure, que vous avez déjà des solutions antivirales, là-dessus, il y a juste une activation à faire et automatiquement, l'antivirus se transforme en antivirus plus EDR. Et là, c'est vraiment un petit avantage, pas de déploiement à faire pour les clients déjà F-Secure. Ces capteurs vont collecter des événements. Donc, ce sont les événements de l'antivirus, ce sont les événements de l'OS, donc la partie journal d'événements. Ça va être également des événements que le capteur va récupérer lui-même, des événements de réseau, par exemple, des événements d'exécution ou juste d'utilisation. On va avoir des relations qui sont très très simples là-dessus. Je prends l'ensemble d'un parc qui va fonctionner avec des jours ouvrés, du bureau classique, 8h, 8h, 19h, et puis tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Si demain on a une activité d'un utilisateur qui va commencer le dimanche soir à 2h du matin, totalement normal. Donc là, la sonde va se réveiller et va remonter tout ce qui va se passer pour cet utilisateur-là. Parce que dans le cadre de l'ensemble de votre fonctionnement, ce n'est pas normal. Là, c'est le comportement utilisateur qui va revenir en premier. Ces sondes et ces événements vont être traités par du système de deep learning. Alors, on va avoir une intelligence artificielle qui va traiter 2 niveaux. Le premier, c'est l'analyse au niveau comportemental. Donc là, c'est tout ce qui est analyse en temps réel, des choses très classiques, qui va collecter beaucoup d'événements et qui va traiter beaucoup d'événements. Ensuite, on a un second passage
qui est donc le deep learning, vraiment la partie intelligence artificielle qui va faire de la corrélation. Elle va dire sur, je ne sais pas, 200, 300 millions d'événements, on va collecter et rassembler tout ça pour avoir de la pertinence. Le but, ce n'est pas comme un SIEM ou un autre outil qui va collecter des événements juste pour vous les montrer. On va les rassembler et émettre une alerte quand il y a un doute. Et ce sera très pertinent. Le but, c'est pas d'avoir 50 alertes. Clairement, c'est d'avoir une alerte. Et l'alerte, quand elle va venir, c'est qu'il y a une raison. Si je schématise, ça va être comme un monitoring réseau. Le monitoring réseau va vous afficher des alertes quand il y a une coupure réseau, quand il y a un problème au niveau réseau. Il faut intervenir. Il faut prendre son téléphone, appeler l'opérateur et puis dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est pareil. Quand vous avez quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a une anomalie. Et donc, il va falloir intervenir. Pas besoin d'appeler l'opérateur cette fois-ci, mais il va falloir quand même intervenir. Et donc, cette intervention est nommée des détections. Dès qu'on a une anomalie, on a une détection. Ces détections, on peut bien sûr le partager avec différents niveaux de services. On aura soit le côté partenaire, soit directement le côté F-Secure. Et c'est là où ça va être intéressant, le côté F-Secure. On a parlé tout à l'heure avec la présentation du portfolio qu'on avait un SOC, donc un centre opérationnel de sécurité, dans lequel on a une équipe. L'équipe chez nous, elle est composée d'environ 200 personnes et elle va traiter des faits pour donc la protection pour des clients très précis. Ces clients, en fait, vont payer une sécurité avec de la garantie, du SLA et tout ce qui va bien. Donc, on garantit à 100% la sécurité des clients. Et cette équipe-là, qui garantit justement la sécurité à 100%, peut être détachée, si vous le souhaitez, pour votre demande. Donc, dès que vous avez un doute avec une détection, vous pouvez solliciter cette équipe, qui est donc un service. Et donc, quand je dis service, d'ailleurs, on a un système de jetons qui est payant. Et donc, ce service va pouvoir définir s'il y a une problématique de sécurité, dans un premier temps, et également de faire de l'investigation. Donc, on peut aller jusqu'à l'équipe de forensique ou d'incident et réponse, on entend de plus en plus souvent, qui va vraiment pour vous formaliser l'attaque et vous expliquer qui a fait quoi, comment, pourquoi, dans quelles conditions, quelles sont les remédiations qu'on doit apporter pour plus que ça arrive et comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour que la personne qui a déjà le contrôle ne l'ait plus et qu'on soit sûr qu'il ne l'ait plus. Donc, tout ça, c'est vraiment une équipe qui va être dédiée pour cette recherche, dans laquelle vous pouvez y bénéficier à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du jeton en amont ou quoi que ce soit, c'est vraiment dédié au moment où on le souhaite. On va parler un petit peu statistiques. Sur un client qui a environ 325 sondes, 325 postes ou serveurs qui est allumé, on collecte par mois 500 millions d'événements. Vous imaginez 500 millions d'événements qui vont remonter, qui doivent être traités donc par l'intelligence artificielle et par le mécanisme d'analyse comportementale. Ce premier niveau, l'analyse comportementale, va relater 225 000 événements suspects. Donc on aura déjà un beau traitement qui va être fait en premier plan, mais qui est toujours indigeste pour une administration. On ne va pas pouvoir, en tant qu'administrateur, gérer 225 000 événements suspects par mois. Ce n'est pas possible. Ces 225 000 événements vont être encore une fois traités, cette fois-ci par l'intelligence artificielle qui va regrouper 24 détections. Donc on passe de 225 000 à 24 détections. Et ces 24 détections, ce sont des détections qu'il va falloir donc réagir. On a des alertes, il faut réagir sur les alertes. Pas comme un antivirus, on peut laisser vivre un petit peu le produit. Là, il faut réagir. Dans l'exemple de ce client-là, on a eu sur les 24 détections 7 menaces qui ont été confirmées. Alors attention, je ne parle plus d'attaque ici, je parle de menaces, parce que les menaces, ça peut être des attaques, mais ça peut être également des utilisateurs. Dans ces 7 menaces, j'ai plusieurs exemples. J'ai un utilisateur qui avait téléchargé du TeamViewer et qui avait lancé le TeamViewer pour un éditeur tiers qui devait faire des trucs à distance ou je ne sais pas quoi, alors que l'ensemble du parc n'utilise pas TeamViewer et n'autorise pas TeamViewer. Et donc là, ça a totalement fait sonner l'alerte en disant attention, cet utilisateur est en train de faire quelque chose de totalement anormal. On avait un autre cas où on avait un utilisateur qui faisait de l'extraction de données au quotidien. Donc tous les jours, lui, il faisait sa petite bouillabaisse, il récoltait toutes les données de plusieurs serveurs et puis il les exportait sur son OneDrive privé. Donc là aussi, menace confirmée. Après, on a eu des choses beaucoup plus atypiques. On a eu des tentatives d'exploit qui ont été référencées et puis d'autres éléments. Ça veut dire que sur les détections restantes,
on a dû faire des actions dessus. En fait, on a juste dit, ces actions-là, ce sont des faux positifs. Tout ce qui n'est pas confirmé, c'est forcément faux positif. Et qu'est-ce qui va se passer pour le produit? C'est que là, la partie, donc le mois prochain, on aura de moins en moins d'alertes parce qu'on sera de plus en plus pertinent. On a une espèce de période d'apprentissage qui est le premier mois, qui n'est pas une, qu'il faut alimenter donc manuellement. Et donc au bout d'un moment, on risque même de n'avoir aucune alerte. J'ai des clients qui ont zéro alerte par mois, mais ils savent très bien que le jour où ça va sonner, c'est qu'il y a une raison. Toujours dans le principe vraiment d'un monitoring réseau qui sonne au moment où on en a besoin. Alors, je vais vous présenter rapidement également la partie portail pour mettre un petit peu des couleurs sur tout ce que je raconte. On a ici le portail qu'on appelle donc RDR chez F-Secure qui va recenser donc ces différents événements. On a dans un premier temps les statistiques qui ne sont pas forcément très importantes, mais qui nous donnent quand même une bonne valeur pour voir si le produit fonctionne. Donc là, par exemple, on a 138 machines qui ont été connectées ces dernières 24 heures, avec ici 2,7 millions d'événements qui ont été collectés. Et on a 127, ici 21 applications, détections qui ont été recensées. Donc sur 24 heures, j'ai eu beaucoup de détections dans ce cas-là. Alors vous inquiétez pas, hein, on est dans un environnement de démo, il y a eu beaucoup de choses. Hop, ça je vais passer, c'est pas forcément intéressant. On référence donc les détections par niveau de risque. Là, on a du grave, on aura peut-être du modéré, du élevé, et on aura les différents types de détection. C'est là où on aura l'importance des différentes valeurs qui sont recensées. Pour chaque détection, on aura une couverture visuelle. L'exemple ici, on voit tout un schéma qui s'est créé de manière automatique avec les différentes actions qui ont été menées pour une détection. Et donc, si jamais on clique dessus, on voit à chaque fois des événements un petit peu plus précis. Là, le but, c'est d'avoir déjà un effet visuel. On voit qu'est-ce qui s'est passé visuellement et à partir de là, on peut déjà traiter la requête en changeant le statut, faux positif, confirmé, en changeant les statistiques. Si on veut avoir un accès aux détails, on a ici ce qu'on appelle la partie arborescence des processus qui nous permet d'avoir une vue technique. Donc, la vue technique, par exemple, ici, on la voit bien. On va avoir toute la partie exécution avec toute la partie des lignes de commande qui ont été exécutées, mais également une aide. Et là, on aura l'intérêt d'une solution type F-Secure, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un cyber expert, d'être un threat hunter ou peu importe, pour comprendre les différentes menaces qui sont associées et comprendre les différentes exécutions qui ont été soumises. On va nous-mêmes faire la traduction pour que ce soit compréhensible pour l'administrateur qui va être derrière. L'administrateur va avoir donc un système de code couleur, aura également une explicative de tout ce qui a été exécuté, de tout ce qui a été téléchargé. C'est vraiment très clair, très précis. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse comprendre. Ici, j'ai des malwares qui ont été on va dire, exécutés. On voit les différents niveaux qui a fait le référencement. Donc là, on a ce qu'on appelle le ORSP, l'Object Reputation Service Platform, qui a fait la récupération d'informations. Il a juste fait de la vérification de réputation pour donner cette valeur élevée. Là, ce n'est pas un cas qui est forcément intéressant parce qu'on ne voit pas tous les éléments, mais sur un portail avec un peu plus d'éléments, on verrait bien les comportements utilisateurs, les attaques ciblées, les tentatives d'attaque, les tentatives de gestion de mot de passe également. Quand un utilisateur qui va tenter 30 fois un mauvais mot de passe, ça va également être référencé, remonté. On a vraiment une vision globale de toutes les techniques, de toutes les méthodologies ou les tactiques d'attaque qui existent pour avoir un référencement complet. Comme je disais, on peut à n'importe quel moment remonter l'information aux experts. C'est le petit bouton signaler qu'on retrouve ici. Et on peut également faire de la réponse. Et là, il y aura également son intérêt. On peut cliquer sur l'isolation, donc isoler tous les hôtes, toutes les machines concernées par cette attaque en un seul clic. Et là, on fait de l'isolation, donc tactique. On va faire de la défense directement sur l'attaque. OK, j'ai fini un petit peu cette partie-là. Alors, je vais juste répondre à la question. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Donc, que pensez-vous des solutions EDR qui intègrent un antivirus? Faut-il mieux désactiver l'option et laisser un bon antivirus agir, ou est-ce que cela peut le remplacer réellement? Alors, comme je disais, l'EDR n'est pas un antivirus, l'antivirus n'est pas un EDR.
les deux ne font absolument pas le même travail. Quand on va parler de ransomware, par exemple, le ransomware doit être traité par un antivirus et non pas par un EDR. Un EDR ne sera jamais capable de faire de la prévention comme va le faire un antivirus. Donc l'antivirus, lui, doit rester activé, c'est obligatoire, va réagir sur la prévention, donc va bloquer des attaques d'exécution. L'EDR, lui, va bloquer des méthodologies, des tactiques, des référentiels, tout ce qui est invisible et incompréhensible pour l'antivirus. Si on parle d'attaque par PowerShell, par exemple, on ne verra pas l'offuscation qui a été réalisée par l'attaque PowerShell. L'antivirus ne sera pas capable de comprendre l'offuscation, alors que lui, l'EDR, va voir l'offuscation. Quand je parle d'offuscation, c'est remplacer des caractères par d'autres. Remplacer, par exemple, des caractères que tout le monde connaît, que tout le monde a sur son clavier, par des caractères ASCII. Et du coup, on aura ce qu'on appelle une offuscation pour que l'antivirus ne puisse pas comprendre ce qui se passe. Ça travaille de plus en plus. Les antivirus sont de plus en plus capables de le faire, mais pas assez rapidement. On parle toujours du jeu de la souris et du chat. Ben, c'est exactement ça. L'antivirus aura toujours un train de retard sur les attaques parce qu'on suit les méthodologies qui vont être découvertes. Alors que le DR, lui, va être beaucoup plus efficace là-dessus. Il connaît les méthodologies qui seront possibles plus tard. Et donc, on va pouvoir les référencer. Alors, on a encore d'autres questions. Quid de l'XDR? Alors, l'XDR, qui est un élément complémentaire qui va regrouper encore d'autres événements. Moi, j'ai parlé d'un EDR pour Endpoint Detection and Response. L'XDR, qu'est-ce qu'il va faire? L'XDR, lui, va regrouper des informations qui vont être en plus périmétriques. Donc, par exemple, le pare-feu, par exemple, un syslog, par exemple, encore d'autres événements. Alors, l'XDR va être différent de l'EDR parce que lui va consolider ces informations avec beaucoup plus d'acharnement et va relater beaucoup plus d'événements. Donc, on risque d'avoir en fait des détections de tous les côtés qui vont être beaucoup plus difficiles à traiter que si on avait juste une solution EDR. Alors, bien sûr, on verra peut-être plus de choses. On aura des corrélations qui vont se faire à travers le pare-feu, à travers d'autres informations. Mais on n'aura pas le même fonctionnement et le même traitement. En gros, un EDR qui va solliciter peut-être, allez, je prends l'exemple de 500 machines pour un client qui a environ 500 machines. Ça va solliciter un administrateur à peut-être 1 heure par semaine, on va dire, ouais, 1 heure et demie par semaine maximum, alors qu'un XDR, lui, qui va consolider énormément d'informations et beaucoup d'événements vont être liés à la partie réseau, ben, on va prendre peut-être 5 ou 6 heures par semaine. Donc, on aura vraiment cette notion, on va dire, soit on part sur l'EDR qui va avoir un impact très limité au côté humain, côté ressources humaines, et qui aura un effet de sécurité qui sera équivalent à l'XDR, ou alors on part sur l'XDR qui sera beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué à gérer. Là-dessus, on aura beaucoup plus d'événements qui seront compliqués en fait au quotidien. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie-là? De toute façon, on arrive pratiquement à l'heure de midi. Si de votre côté, pas d'autres questions, on va clôturer la session. Si jamais vous avez d'autres questions plus tard, n'hésitez pas. Alors, il y a encore une petite question qui vient d'arriver. Le tarif n'a pas changé du SOC. Alors, je pense que c'est un habitué. Alors, effectivement, j'en ai parlé brièvement, hein, F-Secure a bien un SOC, ça veut dire qu'on aura tout le service à 100% derrière, ça veut dire que en tant que client, vous ne gérez absolument rien. C'est F-Secure qui va mettre sa patte dessus, et qui va être une extension de votre SI et qui va gérer à 100% avec la garantie de sécurité et tout ce qui va bien, les SLA et tout ce qui va bien derrière. Cette partie SOC donc, a un coût qui est donc un coût au niveau commercial, qui sera plus regardé avec le commercial, hein, sur cette partie-là, mais qui est personnalisable, donc qui est personnalisé en fonction de l'entité, en fonction du périmètre à sécuriser. Ok, je veux encore d'autres questions. Alors, David, on y répondra personnellement ensemble cette partie-là. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments que vous souhaitez traiter ensemble? Alors, j'espère que ça a été assez clair là-dessus, hein. J'ai essayé vraiment d'être pas trop technique. Je sais que des fois, je reprends mes habitudes et je pars un petit peu en technique, mais voilà, le but, c'était d'essayer d'être très simple, assez concis, de bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui, la menace, elle est réelle, qu'elle est très simple à appliquer et qu'on n'est pas obligé
ni d'être attaqué par des cyberattaquants et ni d'être protégé par des cyberdéfenseurs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une guerre qui se fait avec peut-être des voisins qui vont envie d'attaquer une entreprise et derrière, on aura un administrateur simple, technique, qui va juste répondre à cette menace-là. Tout le modèle en fait de cybersécurité évolue et évolue très rapidement. Oui, de toute façon, en reprenant contact avec les participants, s'il y avait d'autres questions ou si vous souhaitez parler plus longuement sur la présentation qu'on vient de voir. Voilà, donc de ton côté, Florian, tu as encore quelque chose à présenter ou là c'est voilà, je vois le logo F-Secure, donc pour toi, tu as terminé de ton côté? Oui, c'est terminé pour moi. D'accord. Ok, donc on reprendra contact avec vous. Donc au niveau cybersécurité, de toute façon, tout au long de l'année, on vous enverra, je dirais, on va faire beaucoup de veilles technologiques, on a organisé beaucoup de webinars et régulièrement, vous recevrez des invitations de notre part, donc avec F-Secure, mais également avec d'autres partenaires, parce que justement, aujourd'hui, les cyberattaques, voilà, sont de plus en plus répandues, hein, la presse aujourd'hui en parle. Et il faut vraiment être très vigilant parce que les cyberattaquants, ils sont en forme. Donc voilà, donc il est presque midi. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on reviendra vers vous. Peter, est-ce que tu veux encore dire quelque chose? Écoute, Marc, je pense le plus important a été dit, donc je tiens à remercier tous les participants ainsi que les présentateurs, donc Florian ainsi que toi et Marc. Et comme dit, l'équipe locale se tient également à votre disposition pour toute question autour F-Secure et ou la cybersécurité tout court. Merci à tous. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.